Les malades qui arrivent à l'hôpital, ils sont pris en charge. Les malades qui restent chez eux ne sont pas pris en charge comme il faut. Et nous sommes en ligne avec le docteur Dominique Neumann Chiche-Portiche. Docteur, bonjour. Bonjour Cathy, comment allez-vous ? Je vais bien et d'abord je voudrais vous souhaiter, avant de commencer l'interview, puisque vous êtes à l'isolement depuis quelques jours en raison des risques que comporte votre métier, une très bonne santé. Merci, vous êtes gentil. Voilà. Alors, on entend tout et son contraire sur la dangerosité de ce virus. Alors, pendant ce temps, il continue de se propager en Israël. Les débats font rage entre les pro-confinement, les contre. Qu'est-ce que vous pensez d'un reconfinement total ou partiel ? Est-ce que c'est une solution en attendant le vaccin ? Je pense que c'est impossible d'arrêter la vie et le cours de la vie, et je pense qu'on ne peut pas, on est obligé de continuer à avoir une vie quotidienne parce que, surtout qu'on ne sait pas combien de temps le virus va rester. Le vaccin, on en parlera, je suis un peu plus optimiste, mais malgré tout, je veux dire, on ne peut pas s'asseoir et attendre que le vaccin sorte. La vie doit continuer. Donc, je ne pense pas qu'on doit reconfiner. C'est impossible de mettre en veilleuse tout un pays pendant des jours et des jours. Ce que je pense par contre, et ce que tout le monde pense, c'est que les lieux où il y a beaucoup de réunions publiques, où il y a beaucoup de gens, ça, il faut endiguer cette possibilité d'entrer en contact avec beaucoup de gens. C'est la seule solution. Maintenant, vous pouvez arriver aux conclusions que vous voulez, que ce soit dans les salles de sport, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les Baté Knesset. Je ne veux même pas rentrer là-dedans, on en parle tellement. Mais je pense qu'il y a un consensus qui est sûr, c'est que les endroits où il y a beaucoup de gens doivent être... on doit épargner ça. Ça, c'est sûr et certain. Des endroits, on va dire, à l'intérieur, c'est-à-dire que confinés à l'intérieur. À l'intérieur. Mais même à l'extérieur, vous savez, d'accord, à l'extérieur, c'est beaucoup mieux. Mais si vous avez des manifestations, comme on les voit, que vous avez des gens un sur l'autre qui crient, etc., un sur l'autre, je veux dire, c'est pas non plus une solution. Mais bon, on n'a pas même mis sur les manifestations des rues, mais... même à l'extérieur, s'il y a trop de... Si vous faites un mariage à l'extérieur, par exemple, est-ce que vous pouvez prévenir les gens de s'embrasser, etc. D'après moi, c'est la même chose, je veux dire. C'est l'extérieur, soit, mais malgré tout, s'il y a des contacts qui sont très proches, etc., c'est très compliqué. Mais je pense que les réunions à grand nombre doivent arrêter, c'est ce que je pense. Alors, on a vu le nombre des patients positifs au corona augmenter, vraiment, on voit que les malades graves aussi augmentent. Est-ce que vous pensez que le système de santé, notamment les hôpitaux, sont en voie d'implosion ? Est-ce que Israël court un danger ? D'abord, il ne s'agit pas que des hôpitaux. Maintenant, les copotrolim sont en plein dedans. Moi, je vois des malades de corona. À l'époque où je vous parlais, c'était tout abstrait. On parlait que des hôpitaux. On emmenait les malades tout de suite dans les services corona ou dans les méloniotes, dans les hôtels. Et c'était des petits chiffres. Alors, on arrivait à gérer tout ça. Maintenant, le virus s'est propagé comme un feu dans un champ de paille, et il y en a partout. Il y en a partout. Alors, ce qui fait que la plus grande quantité des malades d'Afka, ils sont pas dans les hôpitaux, ils sont dans la Keila, c'est-à-dire dans la médecine de ville. Et ce qui se passe, c'est que le système est très, très dépassé. Très dépassé. Si ce n'est pour faire les examens, pour faire le suivi des malades, les malades qui restent chez eux ne sont pas vraiment pris en charge. C'est vraiment, vraiment un problème. Autant j'étais optimiste dans le passé, autant maintenant je suis relativement pessimiste dans la manière que le pays gère cette crise. Alors pourtant Israël a été, on va dire, le premier à gérer cette crise au démarrage, en tout cas de main de maître. Qu'est-ce qu'il s'est passé d'après vous ? Pourquoi Israël n'arrive plus à gérer les choses et prendre des décisions ? On a l'impression que c'est une grosse cacophonie, qu'on y a un problème de leadership a priori. Parce que tant qu'on a confiné tout le monde, on a fermé le pays, c'est sûr qu'il n'y a pas de risque de propagation. Mais quand vous ouvrez, il y a des risques de propagation. Maintenant, il fallait le faire. C'est très facile de critiquer a posteriori,
Mais c'est sûr que maintenant, on peut dire que l'ouverture a été très mal organisée, très mal faite. Que les décisions qui ont été prises à la hâte et que ça a déclenché, c'était un détonateur et ils ont appuyé dessus. Je veux dire, ça a commencé par les écoles et puis ça a continué dans la rue, etc. Donc, je veux dire, c'est ce qu'il y a. On fait avec, mais ce que je veux mettre l'accent aujourd'hui, c'est sur le traitement ambulatoire des patients. Les malades qui arrivent à l'hôpital, ils sont pris en charge. Les malades qui restent chez eux ne sont pas pris en charge comme il faut. Ils reçoivent des téléphones d'une assistante sociale et du ministère de la Santé pour demander comment ils vont et qu'est-ce qu'ils font, etc. Mais pas de vraie prise en charge par les médecins de ville. C'est-à-dire qu'on se souvenait au début du corona que les gens qui étaient mis à l'isolement chez eux devaient avoir des tests. Il y avait quand même un suivi. Aujourd'hui, vous nous dites que ce n'est plus le cas ? Alors, je vais vous expliquer. Moi, la semaine dernière, j'ai traité 3-4 malades et comme je crois au traitement de Raoul Didier, c'est ce que j'ai fait. C'était la croix et la bannière pour leur donner ce traitement. Parce qu'on ne veut pas faire des examens de sang à domicile et le malade ne peut pas sortir. Il faut faire un électrocardiogramme et c'est difficile à avoir. Je me suis battue, j'ai réussi à avoir pour 2-3 patients. Après, on m'a fait stop, ils me donnent plus. Je veux dire, et les 3 patients que j'ai soignés, qui est une femme de 85 ans, une femme de 60 ans et une femme de 65 ans, les 3, je leur ai donné le protocole de Raoul Didier pendant quelques jours. Je veux dire, on peut pas donner 10 jours avec le suivi que ça demande. Donc, je l'ai donné que quelques jours. Et les 3, en 4-5 jours, ont eu leur PCR, leur prélèvement de gorge et de nez, qui est devenu négatif. Donc, je pense que je peux pas tirer des données sur 3 malades. Mais c'est clair que c'est très encourageant. Maintenant, la structure telle qu'elle est faite, on ne peut pas donner un traitement qui demande un suivi comme il faut. Entre autres, par exemple, j'ai eu encore un malade qui était positif. Je fais tout de la maison. Je lui ai donné un demi-traitement en attendant qu'il ait des examens de sang et un électrocardiogramme. Il se sentait beaucoup mieux avec le demi-traitement que c'est l'azithromycine et du zinc. Mais j'ai pas pu lui donner l'hydrochloroquine parce que j'avais pas d'examen de sang et j'avais pas d'électrocardiogramme. Et ça, c'est quoi ? C'est la CUPA qui bloque ? C'est le ministère de la Santé qui ne veut pas ? C'est la CUPA. La CUPA. C'est la CUPA. C'est la CUPA qui bloque. Et pas rien que ça. La semaine dernière, je pouvais donner autant de tests que je voulais. Maintenant, quand un malade est positif, ils nous ont bloqué les tests. C'est-à-dire que le malade, il est positif. Le médecin ne peut plus donner de tests à son gré. Ça passe dans le traitement de ce qu'on appelle le RAMAL, le centre de corona de la CUPA, et c'est eux qui débloquent les tests comme ils veulent et au rythme qu'ils veulent. Je veux dire, Donc ça, c'est une grosse différence par rapport à la gestion de la crise, on va dire de la première vague, entre guillemets, parce que ça ne se passait pas comme ça. Je sais parce qu'il n'y avait pas de malades qui restaient pratiquement à la maison. Les gens étaient pris en charge. Maintenant, il y avait des malades qui restaient, mais c'était très peu. Maintenant, on dit aux malades, restez chez vous. Dans le meilleur des cas, on leur envoie un appareil pour examiner leur oxygène, et on leur dit, tant que vous descendez pas sous 94% d'oxygène, que vous comprenez, la normale c'est 97, 98, 96 encore, mais 94, alors là, vous pouvez vous secouer et arriver aux urgences. Je veux dire, ok, le malade, il est déjà avec une atteinte pulmonaire quand il arrive à 94% de saturation d'oxygène. Moi, je me sens très métousquelle, comme on dit en français. Très déçue. Très déçue et que je puisse pas donner un traitement comme je veux. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai appris la médecine, pour soigner les gens. Maintenant, le même malade à qui j'ai donné un demi-traitement, il me répète, si tu n'étais pas en ligne avec nous comme ça, y compris le Shabbat, j'aurais donné mon numéro de téléphone s'il y a quoi que ce soit. Mm-hmm. On n'a pas à qui s'adresser. Donc il y a un gros manque de suivi, les instructions ne sont pas claires, on ne sait pas à qui s'adresser si jamais sa situation se dégrade. Même pour les gens qui sont isolés, comment sortir de l'isolement? Il y a tous les quelques jours, le ministère de la Santé sort des nouvelles normes.
Alors, la coupatrolim est coincée à la norme précédente, alors qu'il y a une nouvelle norme qui est sortie, du point de vue de suivi et de nombre de jours à être enfermé. Tous les jours, ça change. Par exemple, pour rassurer les gens qui sortent positifs faibles, ils doivent refaire un autre examen, et si le deuxième examen est négatif, ils peuvent sortir du confinement. Tous les jours, les lois changent. Donc c'est pas très lisible pour la population. J'imagine que pour les médecins aussi c'est compliqué de faire ce travail-là. Alors juste je voudrais revenir sur les tests parce que vous avez été une pourfendeuse de ces tests. Vous vouliez qu'il y ait des tests en masse. C'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui il y a des tests en masse, mais il manque a priori des endroits pour écarter les malades du reste de la population. Vous regrettez le fait qu'il n'y ait plus des hôtels Non, je pense vraiment qu'on peut laisser les gens chez eux. Et c'est la meilleure solution. Mais il faut une prise en charge. Les tests sont bons, mais il faut savoir quoi faire avec les résultats des tests. Et puis la deuxième chose dont j'ai beaucoup parlé, c'est le fait que le ministère de la Santé ne donne pas les données. Je veux dire, ils font des études épidémiologiques qui sont pas franchement effectives toujours, parce qu'elles prennent des jours jusqu'à ce qu'ils arrivent aux malades, parce qu'ils n'ont pas assez de personnel pour les faire. Mais ils ont des résultats de ces données. Où les gens sont le plus infectés? Alors il y a quelques jours à la télévision, ils ont fait ça sur quelques dizaines de malades. Mais c'est sûr que quelques dizaines de malades, c'est pas ça qui va nous donner des résultats. C'est pas suffisant. Ils ont des données, des méga données qu'ils ne montrent pas. Et c'est toujours, je le dis et je le répète, je l'ai déjà dit dans le passé, c'est un problème. Il faut qu'on ait les données pour savoir même refaire un confinement partiel où il faut absolument le faire, où il faut moins le faire. D'accord. Ces données sont très importantes. Ok, alors ça, on va dire que c'est une évidemment votre opinion qui est importante et qui part du terrain. C'est ça qui est intéressant aussi avec vous. Alors juste pour terminer l'interview sur une note un petit peu plus gaie, je sais que vous avez beaucoup suivi l'évolution des vaccins dans différents pays et notamment le fameux vaccin d'Oxford dont vous nous aviez déjà parlé. On en est où? Oui. Alors comme ça. Premièrement, il y a 160 vaccins qui sont en cours. Il n'y en a que 26 qui sont en cours sur des expériences humaines. Et c'est sûr que pour avoir un vaccin, il faut qu'il soit sauf et effectif. C'est les deux choses qu'on doit examiner. Donc il y a un stade préliminaire qui se fait chez les animaux pour voir que vraiment ils développent une immunité. Et après on passe à la phase 1. La phase 1, c'est sur un petit nombre pour voir qu'il est sauf et que on doit décider quelle est la dose qu'on donne, la plus petite dose possible pour stimuler le système immunitaire. La deuxième phase, ça se fait sur des centaines de personnes et on doit avoir une protection immunitaire qui est plus de 50% pour que ce vaccin soit considéré comme valable. La troisième phase, c'est de faire sur des milliers de personnes et là on fait le vaccin en face du placebo. C'est-à-dire qu'on donne le vrai vaccin et on donne un produit placebo et on voit comment les malades réagissent. D'abord, on voit sur des milliers de personnes si quelqu'un a été infecté, s'il a développé la maladie. Et deuxièmement, on voit le taux de stimulation du système immunitaire. Une fois que ces trois phases ont été passées, le vaccin doit être approuvé par un corps régulateur qui est différent dans tous les pays. Et là, il est mis en route. Maintenant, le vaccin de Oxford et aussi le Moderna, qui était bien avancé, mais celui qui donne le plus d'espoir aujourd'hui, c'est celui de Oxford. Il a passé la phase 1 et la phase 2, et il doit commencer la phase 3. Mais vu que sa phase 2 est très encourageante, parce que sur plus de 1000 personnes, il est arrivé à plus de 90% de protection, alors il va commencer la phase 3, mais il a commencé déjà à produire le vaccin en grande quantité, des millions de vaccins, pour ne pas être pris de court et attendre la phase 3. Maintenant, si la phase 3 s'avère positive, ils vont mettre sur le marché leurs millions de vaccins qu'ils sont déjà en train de produire. C'est une gageure, c'est sûr,
Mais si ils ont raison, s'ils passent bien la phase 3, et ben le vaccin est prêt et il devrait être sur le marché relativement rapidement dans les mois qui suivent. Ouais, on sait que le Royaume-Uni a déjà commandé 100 millions de doses de ce vaccin. Vous voyez? Et Israël est sur les rangs aussi? Je pense en préachat? Ça, je peux pas vous dire. Ça, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, j'imagine qu'ils suivent de près cette porte de sortie, on espère, bien sûr, parce que tout le monde parle de ça. J'en suis sûre et certaine, mais on parlait de leur vaccin chez les animaux, etc. Je vois pas qu'on a vraiment... Enfin, je suis pas au courant de tout, mais ce que je peux vous dire, que celui qui donne beaucoup d'espoir et qui est vraiment... à la pointe, c'est le vaccin d'Oxford. Alors justement, une fois qu'il y aura ce vaccin, quand il sera mis sur le marché, on pourra reprendre une vie normale ou ça prendra encore quelques mois? Difficile à dire, ça dépendra combien de gens seront vaccinés, à quel rythme, combien de vaccins on aura. Je veux dire, je peux pas vous dire, ça va vraiment dépendre comment vacciner. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, que c'est pas sûr que le vaccin immunisera, etc. Et même la maladie, est-ce que les anticorps durent, etc. Aujourd'hui, on revient un peu de tout ça. Les anticorps durent, ce qui dure, ils peuvent durer que quelques mois, mais on sait qu'il y a une immunité cellulaire de ce qu'on appelle les lymphocytes T, c'est des lymphocytes mémoire qui savent reconnaître le vaccin. Dans les anciennes infections comme le SARS, on a trouvé des malades qui, après 11 ans et plus, réagissaient, avaient des cellules mémoire qui réagissaient au virus. Donc, on peut être optimiste. On peut être optimiste. Ben, on va finir comme ça. En tout cas, merci beaucoup, docteur Dominique Neumann-Chiche-Portiche. Je rappelle que vous êtes médecin de famille, mais également microbiologue et spécialiste des maladies infectieuses. Merci pour vos éclaircissements et j'espère à très bientôt. Très bonne santé à tous. Au revoir. Merci, au revoir.